Le concept de Renaissance est énoncé au XVIe siècle par Giorgio Vasari. Cet auteur florentin, inventeur de l'histoire de l'art, publie en 1568 son célèbre recueil Vie des plus célèbres peintres, sculpteurs et architectes, dans lequel il nomme Rinascente le courant artistique apparu en Italie 2 siècles plus tôt, caractérisé par l'imitation des antiques et dont l'épanouissement s'incarnerait à travers Michel-Ange et Raphaël. La Renaissance correspond également au moment où les Européens se mettent à explorer le monde, à l'apparition d'une pensée humaniste et à la diffusion des savoirs, notamment grâce à l'imprimerie. À cet égard, Léonard de Vinci apparaît comme une figure emblématique de cet esprit tourné vers l'humain et vers la compréhension du monde. Sur le plan des arts, la Renaissance est associée à l'invention de la perspective en 1409 autour de Brunelleschi, Masaccio, Donatello. Les artistes, en se fondant sur l'étude des mathématiques et de la géométrie, cherchent à donner l'illusion de la troisième dimension dans leurs œuvres. La Renaissance est aussi le temps d'un nouveau réalisme et de recherche de la vérité dans le travail anatomique. Léon Battista Alberti a abordé ces différents aspects dans son traité De Pictura en 1435. Selon lui, les mathématiques, le cercle, les rapports de mesure, en particulier la divine proportion ou nombre d'or, sont le fondement de la beauté. Les mouvements du corps doivent refléter les mouvements de l'âme, le visible doit traduire l'invisible. Alberti prône un équilibre entre le réel et l'idéal, ce qui définit la conception de l'homme dans le Quattrocento italien. Les personnages ont une nouvelle présence, portent le poids de leur corps et de leur âme. Dans la peinture, les figures habitent l'espace, représentées dans la tridimensionnalité. Les artistes construisent leur composition d'après les lignes de fuite, représentent les architectures de la ville, le divin ne s'exprime plus de la même manière. Le goût de Vittore Carpaccio pour les histoires peut se développer librement dans le cycle des peintures consacrées aux épisodes de la vie de Sainte Ursule, destinée à la Scuola di Sant'Orsola. Le miracle de la relique de la croix, aussi appelé la guérison du fou, est un des tableaux les plus connus de Carpaccio qu'il réalise en détrempe sur Tellero en 1494. Au premier plan à gauche, on voit une loggia pleine de personnages, alors qu'à droite, les palais sont figurés en raccourci, suivant le cours du canal, les ponts et les façades des palais semblant s'entrechoquer contre le ciel. D'un point de vue stylistique, Carpaccio possède un sens de l'espace unique à l'époque. Ses vastes compositions s'appuient sur une parfaite maîtrise de la perspective. Il utilise les composantes architecturales pour marquer les lignes de fuite. Le portrait d'un chevalier représente un jeune chevalier portant un béret et tenant la poignée de son épée. Le décor est particulièrement riche. Un cavalier dont le profil se détache des murs du bord d'un château, sans perspective à gauche, avec la découpe d'une enseigne représentant un cheval au galop qui le surmonte. Plusieurs chiens, des oiseaux, un paon, symbole de l'immortalité, un héron et une buse s'affrontant dans le ciel, une hermine, symbole de pureté et de l'intégrité, un cerf, des lapins et une végétation composée de différentes espèces d'arbustes et de fleurs. La gestion de la lumière est typique de l'école vénitienne. Bramante, en tant qu'architecte, est la personnalité la plus importante dans le passage entre le XVe et le XVIe siècle et dans la maturation du classicisme, à tel point que son travail est comparé par ses contemporains à l'architecture des vestiges romains. Il est considéré comme l'inventeur de la bonne lumière et de la vraie architecture. Milan devient pour lui un lieu fondamental de croissance artistique. Il adapte progressivement l'usage de la perspective de Piero della Francesca et du classicisme d'Alberti à une nouvelle idée du rationalisme architectural. Lorsqu'il construit son Tempietto, le plan centré théorisé par Léon Battista Alberti comme étant le plan de l'église idéale est déjà largement utilisé par les architectes. Il est considéré comme un chef-d'œuvre architectural de la haute Renaissance et il illustre certains des thèmes fondamentaux tels que le plan centré, la renaissance de l'architecture romaine antique et la recherche proportionnelle et géométrique dans les relations entre les parties de l'édifice. Son classicisme illusionniste trouve un exemple fondamental dans le faux chœur de l'église de Santa Maria presso San Satiro. La voûte en berceau se termine par une coupole hémisphérique à caisson au carrefour entre le transept et le corps central. Cependant, le manque d'espace sur le côté du transept
a empêché la création du chœur. Son escalier, conçu en 1505, est une spirale innovante à double hélice bordée de colonnes doriques qui relie le palais du Belvédère du Vatican à la ville de Rome. Il a été commandé par le pape Jules II. Raphaël fixe les canons de la beauté pour des siècles. Ses œuvres reposent sur la mesure, la grâce, l'harmonie et visent la perfection. Il atteint et fixe une fois pour toutes l'apogée de la haute Renaissance dans les fresques de la Chambre de la Signature en 1509 et 1511. Avec lui, la peinture a trouvé son expression achevée. Son art a profondément influencé la peinture occidentale jusqu'au XIXe siècle. Son œuvre est considérée comme l'incarnation la plus pure de tous les idéaux de la Renaissance. Il peint l'école d'Athènes, une fresque symbolique qui présente les figures majeures de la pensée antique. Cette illustration de la philosophie permet à Raphaël de rassembler les philosophes et mathématiciens les plus célèbres de l'Antiquité, désireux de communiquer entre eux à l'intérieur d'un temple idéal, représenté en parfaite perspective, inspiré du projet de Bramante pour la réalisation de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Il les incarne par les illustres artistes de son temps et de lui-même, faisant ainsi de la Rome moderne l'équivalent de la Grèce antique. Les personnages sont disposés sensiblement comme un livre. Certains ont été clairement identifiés, comme Platon et Aristote, sous les traits de Léonard de Vinci. D'autres, dans lesquels les penseurs intéressés par la connaissance de la nature et les phénomènes célestes, et la présence d'une figure identifiée de Euclide ou Archimède, sous les traits de Donato Bramante, qui trace une démonstration géométrique qui permet de situer ce groupe dans la sphère intellectuelle. Le célèbre portrait d'une femme connue sous le nom de la Fornaria est peint dans les années 1518-1519. C'est une œuvre d'une sensualité douce et immédiate, alliée à une vive luminosité. Le rétable Baglioni est l'œuvre cruciale de cette période, 1507. Dans cette œuvre, Raphaël fusionne le sentiment tragique de la mort avec l'impulsion vitale de l'émoi, et avec une composition extrêmement monumentale, dramatique et dynamique. Jésus mort, enveloppé dans un linge permettant de le porter, est soutenu par Nicodème et Joseph d'Arimathie, accompagné de Saint Jean et d'une quatrième figure qui pourrait représenter le peintre soutenant la religion. Le portement de croix ou la montée au calvaire est une peinture à l'huile sur bois transposée sur toile datant de 1516 environ. Jésus, sur le chemin de son calvaire, tombant sous le poids de la croix, provoque chez sa mère un spasme d'agonie. Sur la gauche du Christ, un soldat à pied tire de ses deux mains une corde tendue et attachée à Jésus. Derrière lui, un autre soldat équipé d'une lance la pointe vers Jésus. Toutes les émotions de la peinture sont concentrées à l'avant-plan et le fond est semblable à un décor de théâtre avec des groupes éloignés, des personnes et des croix présageant la suite du calvaire. L'œuvre la plus difficile à classer dans les normes idéales de la haute Renaissance est bien celle de Michel-Ange. Dans la Pietà, 1499, la Vierge tient sur ses genoux le corps du Christ descendu de la croix avant sa mise au tombeau. Il est représenté selon son âge et semble donc beaucoup plus vieux que sa mère. La forme de la sculpture est triangulaire, le triangle est le symbole de la Sainte Trinité. Cette forme permet également de mettre en valeur le visage de la Vierge. Dans le David, l'adolescent qu'a sculpté Michel-Ange est un athlète puissant. Il a choisi de le représenter avant le combat, au moment où il défie le géant Goliath. Son attitude est un contrapposto nerveux, le poids du corps repose sur une seule jambe et la ligne des hanches fait opposition à celle des épaules. Il trahit une violence contenue. Il s'apprête à lancer avec sa fronde, dont la courroie passe au-dessus de son épaule et le long de son dos, la pierre qui va frapper au front son ennemi. Les tombeaux de Julien et Laurent de Médicis restent une des plus belles réalisations de Michel-Ange et dévoilent son rapport avec la mort et l'au-delà. Les tombeaux sont surmontés chacun de deux personnages couchés dos à dos. Ce sont les allégories des 4 moments de la journée et de la nuit qui personnifient la fuite du temps. Le jour et la nuit, l'aurore et le crépuscule. La nuit est la mère primordiale, génératrice de tous les principes cosmiques.
Elle est liée à l'élément souterrain et aquatique, matrice de toute chose. Elle est symbolisée par une femme repliée sur elle-même, la tête penchée et les yeux clos. Elle est coiffée d'un diadème portant une étoile dans un croissant de lune. Ces symboles sont associés à la nuit et au sommeil. La chouette, oiseau nocturne, les pavots qui sont les fleurs du sommeil, ils évoquent Thanatos et Eros, les deux fils jumeaux de la nuit. La chouette est un emblème de la connaissance hermétique. Cet oiseau qui voit la nuit symbolise le savoir occulte qui permet la perception des secrets de la nature. Selon la doctrine orphique et pythagoricienne, Léda et la nuit sont la personnification d'un double visage de la mort dans lequel joie et douleur se rencontrent. La statue de Moïse fait partie du projet initial du tombeau de Jules II dans la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est un projet inabouti, architectural et sculptural. Il y travailla épisodiquement pendant 40 années. Il est représenté assis, le tronc de face, la tête avec la puissante barbe et le regard tourné vers la gauche, le pied droit reposant à terre, le bras droit tenant les tables de la loi et son bras gauche reposant sur ses genoux. Il porte des cornes, mais ces cornes sont en réalité le fruit d'une erreur d'interprétation des textes bibliques traduits par saint Jérôme, qui seraient en réalité plutôt traduits par aura ou rayon. La Sainte Famille à la tribune, ou Tondo Doni, est une œuvre de Michel-Ange peinte à la fois en tempéra et à l'huile et réalisée entre 1506 et 1507. Sur cette peinture de 120 cm de diamètre, le groupe au centre est formé de Joseph, tendant l'enfant Jésus à Marie. Les personnages forment d'ailleurs une composition pyramidale qui s'inscrit dans un cercle. Le cercle renvoie à l'idée de la perfection et le triangle à la stabilité, à la Sainte Trinité. Derrière eux se trouvent des personnages nus qui symbolisent l'humanité païenne, le monde avant le Christ. On peut apercevoir derrière le muret à leur gauche Saint Jean-Baptiste enfant. Il se trouve entre les deux mondes, vers un autre niveau de l'existence qu'est la nouvelle loi. Cette œuvre est d'une vive clarté et d'une grande justesse du dessin dans ses poses difficiles en raccourci. Michel-Ange peint sur la voûte de la chapelle Sixtine les histoires de l'humanité ante legem, c'est-à-dire avant que Dieu n'envoie les tablettes de la loi à Moïse. Le thème central est la Genèse. Ces représentations impressionnantes, qui démontrent une parfaite maîtrise de l'anatomie humaine et du mouvement des corps, ont radicalement transformé la peinture occidentale. Tous ces épisodes bibliques sont représentés comme une vision située juste au-dessus des fidèles qui se trouvent dans la chapelle. Ils sont encadrés par les prophètes et les sibylles et sont accompagnés par des chérubins sans ailes. C'est sur ces sibylles et ces prophètes que repose la culture chrétienne. Ils annoncent la lumière de la révélation. Michel-Ange reprend la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il ne rejettera pas les idées des architectes précédents, notamment le premier projet conçu par Bramante, mais s'attachera plutôt à les inclure dans le développement d'une vision globale du projet. La façade monumentale s'inscrit dans les principes de l'ordre colossal, inventé certainement par Bramante et caractérisé par l'extension des pilastres du sol au dernier étage de la façade. C'est le chœur, dominé par l'immense dôme, qui est proprement l'œuvre de Michel-Ange. Après la mort de San Gallo en 1546, Michel-Ange reprend la conception du dôme en tenant compte de tout ce qui avait été fait auparavant. Il est comme celui de Florence, constitué de 2 coques, comprenant 16 côtes principales, 2 fois plus qu'à Florence. Le péristyle de Bramante et l'arcade de San Gallo sont ramenés à 16 paires de colonnes corinthiennes, chacune de 15 mètres de haut. Visuellement, elles semblent supporter chacune les côtes du dôme, mais structurellement, elles sont probablement tout à fait surabondantes. La raison en est que le dôme est de forme ovoïde, montant abruptement à l'imitation de la coupole florentine et exerçant donc moins de poussée vers le sol. Le premier travail du Bernin à Saint-Pierre fut la réalisation de l'immense baldaquin qui surmonte le maître-autel, pièce de bronze dorée de 60 tonnes et de 29 mètres de haut, donnée pour la plus grande structure de bronze au monde. Il est surmonté de pièces courbes soutenant un dé retombant. Le drapé de la canopée est aussi en bronze, et tous les détails,
y compris les rameaux d'olivier, les abeilles et les portraits de la nièce du pape Urbain et de son fils nouveau-né sont relevés à la feuille d'or. Il est si important qu'il parvient à créer l'effet visuel d'un lien entre l'immense coupole qui semble flotter au-dessus de lui et l'assemblée des fidèles au niveau du sol. Giorgione a innové dans la pratique de peindre, ce qui lui a permis de modifier ses tableaux pendant même qu'il peignait. La tempête est le premier tableau de la peinture occidentale où le paysage occupe une telle place comparativement à l'espace réservé aux figures. Il introduit de nouveaux effets avec une peinture opaque, très riche en pigments et fondue insensiblement comme un sfumato modulé dans la matière par taches ou frottis du pinceau, sur une préparation très sombre. Cette technique picturale lui permet de recomposer son projet initial, de suivre une évolution plus naturelle du tableau, de dessiner en peignant. Vénus endormie représente l'ouverture sur la peinture moderne des prochains siècles à venir. Outre le thème repris par beaucoup d'artistes à toutes les époques, c'est ici une symbiose manifeste entre la beauté de l'humain et la beauté de la nature. Vénus a les yeux clos, comme pour nous inciter à rêver à un monde idéal où l'harmonie de la nature est indissociable de la nature humaine, magnifiée par le corps ingénu de Vénus dans une nudité totale et si naturelle. Giorgione rencontra Titien dans l'atelier de Giovanni Bellini et Titien lui-même devint ensuite l'assistant de Giorgione. Le concert champêtre semble être une allégorie de la poésie, car dans l'Antiquité grecque, la flûte est l'un des attributs de la muse de la poésie épique, Calliope. Dans ce tableau, les deux femmes nues ont une beauté idéale. Elles ne peuvent pas être réelles. Elles n'existent que dans l'imaginaire des deux hommes qu'elles inspirent. Il était fréquent que les peintres du XVIe siècle représentent simultanément le visible et l'invisible. Deux jeunes gens sont assis dans un paysage vallonné. L'homme vêtu d'un costume rouge à manches bouffantes joue d'un luth, pendant que son compagnon vêtu d'une tunique verte se penche vers lui. La Vénus d'Urbino est peinte en 1538. Elle représente la déesse Vénus entièrement nue. Elle est probablement inspirée de la Vénus endormie de Giorgione, mais la Vénus du Titien affirme sans détour sa sensualité et sa séduction. Le peintre révèle encore une fois au spectateur sa capacité de représenter une réalité concrète, un moment et un climat particulier. Ces éléments permettent de briser l'isolement mythique dans lequel Giorgione avait placé son idéal de la beauté. Dans Flore ou Flora, Titien peint une belle femme idéalisée, sa main gauche tient un manteau rose, tandis que l'autre tient une poignée de fleurs et de feuilles. L'identification à Flore, la déesse antique du printemps et de la végétation, provient de la présence de fleurs de printemps dans ses mains. Dans Vénus avec l'organiste et Cupidon, la figure nue domine la toile. Allongée sur le divan, reposant négligemment sur son coude, elle personnifie la beauté avec son corps et la vivacité vibrante de sa peau. L'organiste lui tourne le dos, mais il tourne ostensiblement la tête et joue grâce à l'inspiration provoquée par la vue d'une telle beauté. C'est une présentation claire du thème de l'inspiration dans lequel Vénus accomplit le rôle de la muse. Son comportement est cérémonial et passif. Elle n'accorde aucune attention au musicien, tandis qu'il doit faire un grand effort pour la voir. La peinture du Corrège emprunte à Vinci l'art du sfumato et du chiaroscuro pour produire une peinture tonale ne comportant pas de délimitation nette des différentes couleurs, mais des transitions subtiles et une lumière atténuée qui annonce le clair-obscur du baroque. En n'étant ni tout à fait maniériste ni encore baroque, mais plus vraisemblablement classique, la peinture du Corrège représente un moment unique où couleurs et mouvements se fondent avec une élégance singulière et une poésie sans égale. Danaé, ou Danaé et la pluie d'or, dépeint la figure de la mythologie grecque Danaé, fille d'Acrisios, roi d'Argos. D'après le poète romain Ovide dans ses Métamorphoses, Jupiter est parvenu jusqu'à elle sous la forme d'une pluie d'or et fait d'elle la mère de Persée. Le Corrège peint Danaé couchée sur un lit, tandis qu'un enfant, Eros, la déshabille sous les pluies d'or venant d'un nuage.
Dans Leda et le cygne sont représentés 3 moments de la rencontre entre Leda et le cygne. Il n'y avait jamais eu auparavant un artiste qui ait su peindre avec une telle fraîcheur le bonheur narratif du mythe de Leda. Le Corrège, avec son luminisme et sa fluidité, ira plus loin que ses inspirateurs en évoluant vers les prémices du maniérisme et du baroque. L'œuvre du Corrège s'achève avec la figure fantasmatique d'Io aux prises avec Jupiter métamorphosé en nuée. Io, dans son extase, étreint la nuée, elle en jouit comme d'un fétiche sans savoir que cette forme est pour Jupiter un moyen de se cacher des regards de son épouse. Peut-être la nuée n'est-elle pour elle qu'un objet hallucinatoire. Elle ignore que déjà Jupiter s'évapore et s'enfuit vers le haut. La conversion de Saint Paul est une peinture de Parmigianino, de son vrai nom Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit le Parmesan, peinte aux environs de 1528. Parmigianino écrit des images sur des sujets bibliques dans des tons gris bleuâtres, leur donnant une certaine connotation mystique. Le ciel orageux, le cheval cabré et la pose tragiquement exagérée de Paul dans le tableau ont l'air un peu trop théâtral et maniéré. Le rejet du réalisme de la Renaissance, le désir de confronter la réalité avec le monde de l'imagination subjective de l'artiste conduisent à une subjectivité accentuée, caractéristique de la peinture maniériste. Il peint le portrait d'Antea, ou la bien-aimée de Parmigianino, se référant à une célèbre courtisane de Rome mentionnée par Benvenuto Cellini. Ce visage inquiet et interrogateur de cette jeune fille, dont les vêtements sont un mélange de luxe et d'éléments populaires, confère à cette œuvre du Parmesan une connotation d'étrangeté mêlée de théâtralité. Dans la déposition de la croix de Giorgio Vasari, probablement peint en 1550, Marie reçoit sur ses genoux le corps de Jésus-Christ que l'on vient de descendre de son supplice après sa mort. Marie-Madeleine est agenouillée, tenant les pieds du Christ, et Saint Jean soutient le corps du crucifié dont la couronne d'épines gît à terre. À l'arrière-plan à gauche, Joseph d'Arimathie. Dans le fond à droite, un soldat romain, probablement Longin, le porteur de lance ayant transpercé le flanc droit du Christ. Le corps du Christ, les chairs en teinte pâle, presque en grisaille, contraste avec les autres personnages riches en couleurs car vivants. Le fond laisse apparaître en haut et à droite un paysage de montagnes bleutées sous un ciel assombri. Jacopo Robusti, dit Tintoretto, en français le Tintoré, est un peintre que l'on associe au mouvement artistique du maniérisme de l'école vénitienne. Dans la peinture qui représente le Christ guérissant un paralytique, la scène se déroule comme une pièce de théâtre dans une mise en scène frontale où tous les acteurs, à l'expression torturée, décrivent une scène remplie d'émotions. Le clair-obscur met en valeur les expressions des visages des personnages. Le ton annonce déjà l'art baroque. Véronèse, qui préfigure le courant baroque, est associé le plus souvent au maniérisme. Il constitue avec Titien et le Tintoré le triumvirat des peintres vénitiens de la Renaissance tardive. Entre 1562 et 1563, Véronèse peint la plus célèbre de ses œuvres, les Noces de Cana. La peinture est immense, avec presque 10 mètres de large, et elle contient plus d'une centaine de personnages, dont les portraits reconnaissables de Titien, du Tintoré et de Véronèse lui-même. Au tribunal de l'Inquisition qui lui reproche des licences prises par rapport au texte saint, Véronèse préférera rebaptiser simplement son œuvre du nom du « repas chez Lévi », bien qu'il s'agisse en réalité du dernier repas du Christ. On lui reproche aussi d'avoir ajouté à l'épisode religieux quantité de personnages secondaires et anecdotiques, dont un perroquet ou encore 2 hallebardiers buvant et un serviteur saignant du nez. Sa réponse nous est restée. Nous, les peintres, prenons des libertés, tout comme les poètes et les fous. À sa mort, en 1588, Véronèse ne laisse pas d'école, mais son œuvre va influencer toute la peinture postérieure comme Velázquez ou Rubens, puis au XIXe siècle Delacroix et Cézanne. Il utilise des couleurs accentuées et vives, il représente des scènes très détaillées, des personnages nettement dégagés des fonds, avec de forts contrastes, des architectures théâtrales et rythmées. Sa palette claire, ses ombres colorées,
Son univers poétique, la grâce sensuelle de ses personnages et son sens du décor sont les caractéristiques de sa peinture. Ses plus fameuses peintures murales demeurent celles décorant la Villa Barbaro, à Mazères, en Vénétie, ensemble illusionniste prenant place dans une architecture conçue par Andrea Palladio. Véronèse réalise dans cette villa des fresques qui marquent l'apogée de son art, parmi lesquelles il faut citer l'harmonie universelle ou l'amour divin entouré des dieux olympiques, Vénus et Vulcain avec Proserpine, ou bien encore Bacchus et les nymphes. De très nombreuses pièces sont décorées de ces fresques, et partout, l'espace architectural est mis au défi grâce à l'usage de trompe-l'œil et d'illusions picturales. Andrea Palladio, 1508-1580, est maître maçon. Il est une figure incontournable dans l'histoire de l'architecture. Son nom est associé à la réalisation de nombreux palais, de maisons particulières et d'églises. En 1570, il publie 4 traités sur l'architecture. La Villa Barbaro est présente dans le livre 2. Son style se trouve autour d'une parfaite maîtrise des canons de l'architecture antique, d'une façade symétrique, souvent encadrée de colonnes ou demi-colonnes surmontées d'un fronton. Le développement des villas palladiennes commence au XVe siècle et on peut presque parler d'effet de mode dans la péninsule italienne où on en dénombre une trentaine édifiées entre 1530 et 1580. Ainsi, avec Palladio et Véronèse, s'achève le deuxième volet de la Renaissance italienne. Bien sûr, sur ce sujet, il y a encore tellement à dire et à regarder.